Je vais être honnête, j'ai un petit a priori négatif avec l'extrême droite, parce que je suis né dedans. Dans les années 60, le docteur Salazar régnait sur le Portugal. Là, c'est moi, à 3 ans, chez le photographe. Je réfléchis peut-être à mon avenir, et franchement, il n'est pas brillant. Un de mes oncles vient d'être convoqué pour partir défendre la patrie. En Afrique. Un autre de mes oncles s'était mêlé de politique. Il avait fini en prison. Bon, en vérité, c'est tout le pays qui était une prison. Isolé, coupé du monde, misérable, analphabète. Dans les années 60, mes parents ont décidé de fuir. Avec moi, sous le bras. Ils ont acheté des vrais faux passeports et nous nous sommes évadés. En France, là c'est moi avec mon papa sur les plages de Normandie après l'évasion. Adieu Salazar. Vive la France, vive la liberté, vive l'école obligatoire et la sécurité sociale. Vu d'où on venait, le général de Gaulle, c'était Che Guevara. Un jour, au Portugal, les jeunes soldats en ont eu marre de mourir pour la patrie. Et ils ont fait tomber la dictature. D'un coup sec, en un jour. Salazar est mort, personne ne l'a regretté. À part une poignée de Portugais nostalgiques qu'on retrouve aujourd'hui dans le Parti national rénovateur. Leur score électoral aux européennes, 0,4%, malgré un soutien de poids. Je forme des vœux très sincères de succès pour les élections européennes pour le Partido Nacional Renovado. Vote PNR. J'espère vous retrouver bientôt au Parlement de Strasbourg. On est tombé sur des ouvriers d'origine portugaise qui votent Front National parce que ça leur rappelle Salazar. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, les gens comme ça. Oui, vous n'avez pas trouvé d'Allemand à qui ça rappelait Hitler, non, par hasard. Non. C'est dommage, parce que c'est disponible. C'est généralement disponible, ça, en permanence. Ça ne vous dit rien? Et puis aussi des Espagnols qui pensaient Franco. Et puis, Ce qu'on peut vous dire, monsieur, c'est que... ne fatigue pas trop, le reportage qui est fait est un reportage qui sera hostile au Front National. Par conséquent, ça n'est pas la peine de trop te fatiguer à donner des explications supplémentaires. On arrête maintenant. Sur un malentendu, j'avais réussi à me glisser à la galette des rois du FN. Mais en fait, le parti choisissait désormais ses journalistes. Et je ne faisais pas partie des élus. Bonjour, Paul Moreira. Vous savez qui je suis. Pourquoi est-ce qu'on a une interdiction de travail avec le Front National? Ça ne m'intéresse pas. À chaque fois, c'est négatif. On l'a de nombreuses fois, on l'a fait. Parce que je me dis, si vous prenez le pouvoir demain, moi je bosse plus, c'est fini, quoi. Hein? Bon, pourtant, vous en avez fait tous des trucs. Donc on n'arrive pas. Et on arrête tout doucement. Au milieu du temps, on arrive. Vous pouvez me citer un reportage que j'ai fait sur le Front National? Pas vous, non. Mais Alors, vous préjugez de ce que je vais faire. C'est ça qui est formidable. 99,9% des gens à qui on a fait confiance, en particulier pour la chaîne plus, à chaque fois, ça a été un fiasco. Je n'étais donc pas le seul à nourrir un a priori négatif. Nous partions à égalité. Les règles du jeu étaient claires. Ils allaient me compliquer la tâche. Quant à moi, j'allais devoir feinter. Je voulais rencontrer les nouveaux électeurs. Non, pas des caricatures. Pas de gars comme ça. Non, ni comme ça. Ni comme ça. Non, désolé les gars. Non. Ça passe sur quelle chaîne, ça? Sur Canal, mais ça va vraiment pas être possible. Non, moi je voulais rencontrer des gens comme tout le monde. Bonjour. Prendre le risque de devenir leur ami. À ce moment-là, vous dites, moi de toute façon, je vote Front National. Vous le dites. Oui, j'ai dit ça, oui.
Je voulais les écouter sans les juger. Et vous vivez avec cette idée qu'une guerre est possible à l'intérieur de ce pays entre musulmans et... Une guerre civile, certainement, oui. Pourquoi vous voulez pas leur dire? Eh bien parce que je les veux pas là. Et des partenaires sociaux. Je voulais saisir le moment où ils avaient basculé, raconter la coulisse. J'ai sauté, mais j'avais pas de parachute et malheureusement, j'avais tous les gars d'ArcelorMittal avec moi. Et on s'est fracassés tous ensemble, et moi compris. Je voulais aussi démasquer ceux qui les influençaient. Vous ouvrez le Coran à n'importe quelle page et il y a écrit « il faut tuer les juifs, il faut tuer les chrétiens ». Alors je vous ai apporté le Coran, je voudrais que vous me montriez... C'est bien, lisez-le. Ben non mais, montrez-nous. Eric, c'est pas par là. C'est pas par là? C'est dommage qu'on n'a pas vu ça avant. Vous ne rentrez pas dans la salle, sinon je vous fais expulser. C'est pas compliqué. Pourquoi? Pourquoi? Parce que... Cette histoire va s'étaler sur plus d'une année. Pas n'importe quelle année. Une année qui a changé la France. Commençons par un symbole, celui de la classe ouvrière. Les ouvriers votent de plus en plus pour le Front National. J'ai choisi de m'intéresser aux sidérurgistes de Lorraine, ceux qu'on avait vus à la télé se battre avec désespoir pour sauver leur haut fourneau. Elle est là, la France Travail! Fait tout pour nous donner du boulot! Le seul remerciement qu'on a, c'est les CRS! C'est les CRS! Au fond, toute l'histoire, elle aurait pu se résumer à résoudre cette intrigue. Cette petite dame, là, la blonde. Elle a fait tout le conflit d'ArcelorMittal aux côtés des leaders. C'est la même, ici, sur cette affiche du Front National. Et le plus dingue, c'est qu'entre ces deux images, il y a quelques semaines à peine. Elle s'appelle Marie et depuis 35 ans, son amoureux, c'est Alain. Elle est secrétaire de rédaction, il est ouvrier. Il travaille comme sous-traitant pour ArcelorMittal. Jusqu'en 2013, ce sont des militants syndicaux qui ont toujours voté à gauche. C'est pour lui qu'elle s'est battue. Quand Arcelor a commencé à rencontrer les premières difficultés avec Mittal, je me suis sentie plus que concernée, puisque mon mari travaille pour une boîte sous-traitante, une boîte qui ne pouvait pas se permettre de faire grève parce que déjà qu'ils étaient sur la tangente. Je me suis dit, si moi je peux, par ma personne, par ma présence, faire quelque chose, je dis, j'y vais. Alain était dans la bagarre, mais il ne s'exposait pas trop. Les sous-traitants doivent rester dans l'ombre. Pendant que nous étions en conflit pour éviter la fermeture des hauts fourneaux, ils n'osaient pas la ramener parce que s'ils se faisaient voir la visibilité de ces gens-là, à travers notamment les médias, ils se faisaient tout de suite repérer. Et donc leur employeur leur disait surtout faites pas de bruit, ne vous montrez pas trop parce que ça risque de se retourner contre nous si demain ça redémarre. Sauf qu'une fois que le couperet est tombé, ça redémarre plus et puis il n'y a plus personne pour s'occuper d'eux. C'est dramatique. Dans les années 70, le patronat de l'acier a divisé les sidérurgistes en deux castes. D'un côté, les brahmanes, salariés internes ArcelorMittal, protégés, syndiqués. De l'autre, les parias, la caste des précaires, les intérimaires et sous-traitants, disponibles à tout moment. Ils sont très nombreux dans les hauts fourneaux. Concrètement, vous faisiez quoi comme travail? Est-ce que la même chose que ce que faisaient les salariés Arcelor ou vous avez des boulots plus durs? Pas du tout, plus dur. Exposé à la chaleur, à l'amiante, au silice, tous les trucs les pires qu'il y a. Parce que tous les salariés chez nous, arrivés à un certain âge, tous on a de l'amiante, tous on a de la silice. Il n'y a personne qui arrive centenaire. En 2012, ensemble, les ouvriers et les sous-traitants d'ArcelorMittal vont se battre unis pour sauver leurs hauts fourneaux. Leur patron, l'Indien Lakshmi Mittal, estime qu'ils ne sont plus rentables. Il ne veut garder que la filière froide.
Pendant 2 ans, il va plonger les hauts fourneaux de Fleuranges en sommeil. Depuis 30 ans, malgré les promesses et les plans de sauvetage ratés portés par la gauche ou la droite, la sidérurgie française a perdu plus de 100 000 emplois. Le premier sidérurgiste à avoir brisé devant ses camarades le tabou du Front National, c'est cet homme. C'était en 2013. Qu'est-ce que t'as fait, une cabane? À l'époque, son boulot, c'était de surveiller les hauts fourneaux morts. Il en a eu marre et il a décidé de faire un hold-up, enfin un hold-up médiatique, pendant une visite du président de la République. Je pars, je vais au vestiaire, je mets mon plus beau bleu, mon plus beau casque, mes affaires toutes propres qui n'avaient jamais servi sur le chantier, puis je prends ma voiture, puis je vais vers les bureaux. Et là, je me fais arrêter par un agent de police. Où vous allez, monsieur? Je n'ai pas répondu, je lui ai montré le logo de la société, et sans dire un mot. Et puis, comme il voyait, il ne savait pas trop quoi faire avec moi, vu que je disais rien, il m'a laissé passer. Et puis ensuite, je me retrouve là où ils doivent accueillir le président. On parle du présent, il faut en parler, et de l'avenir. Dire à tout le monde que Fleuranges, ça vit et ça vivra. Oui, ça vit et ça vivra. Tout doucement, les journalistes qui sont là, ils commencent à s'intéresser à moi parce qu'il y a un ouvrier qui est là et qui a des choses à dire. C'est une fausse annonce qu'il nous fait là, et puis que tout se passe pas bien à Fleuranges. Et moi, ça fait près de 2 ans que je suis à l'usine sans emploi. À ce moment-là, vous dites aux journalistes, moi, de toute façon, je vote Front National. Vous le dites? Oui, j'ai dit ça, oui. Ouais. Et je pense que le Front National, parce qu'il inquiète, fera réagir les gens. L'idée lui était venue dans le vide de ses journées au cœur du haut fourneau mort. Des mots croisés, regarder des films vidéo, des jeux vidéo, des trucs comme ça. C'est rêvé, ça. Vous êtes payé pour regarder des jeux vidéo. Oui, c'est bien le premier mois, hein, parce que c'est vrai que tous les jours, on avait des rythmes. Puis après, ça devient lassant, parce que les journées sont longues. On a envie que ça reprenne comme avant, quoi. Une journée où on travaille, elle passe vite. Une journée où on ne travaille pas, elle est longue. J'ai retrouvé un des camarades de Pascal, Lionel. Lui aussi passait ses journées là, dans le silence. Il est l'un des leaders de la CGT les plus actifs dans le combat pour rallumer les hauts fourneaux. On était seuls. Et même pour la petite histoire, je me souviens, il y avait énormément de chats, quoi. Parce qu'on a l'impression que on a l'impression que la nature reprend ses droits. Il y a la végétation, mais il y a aussi les animaux, quoi. On donnait même des noms aux chats, quoi. On nourrissait les chats, quoi. Non, mais c'était... Enfin, je veux dire, c'était quand même une situation qu'aujourd'hui, j'aimerais plus revivre du tout. Et en l'occurrence, voilà, le collègue qui a dérivé vers le Front National, c'est ce qu'il a vécu, tout comme moi, tout comme d'autres, pendant 2 ans de sa vie. Pascal, depuis qu'il était gosse, il rêvait d'autre chose. Il voulait travailler au cœur du volcan, comme son papa. Quand j'étais enfant, mon père il m'a raconté son travail. Il me parlait de la tour Eiffel, l'acier lorrain. Je trouvais ça fascinant, le feu, les flammes, les étincelles. De ces flammes, on faisait quelque chose de solide, de fort. C'est une force, l'acier, pour moi. Je le ressens comme ça. A number 9 coal and the straw boss said, well, to bless my soul, you load 16 tons. What do you get? Another day older and deeper in debt. St. Peter, don't you call me, 'cause I can't go. I owe my soul to the company store. À Fleuranges, l'espoir était né ce jour-là, avec la visite du candidat à la présidence de la République, François Hollande. On est mort ici, monsieur Hollande, on est mort. C'est vrai que tout au long du combat, on s'accrochait qu'à une chose. On se disait, il va y avoir les élections, il faut qu'on joue le tout pour le tout. Je suis conscient de la crainte, l'angoisse qui est la vôtre.
Je sais ce que vous espérez, c'est-à-dire que les hauts fourneaux puissent rouvrir. Enfin, j'ai entendu le message de notre ami intérimaire. Il y en a ici beaucoup qui sont finalement les variables d'ajustement et à qui l'on fait subir un sort qui est souvent injuste, indigne. Je ne veux pas ici vous faire des promesses que je ne serai pas capable de tenir. Ce qui compte, c'est de parler et de tenir parole, parce que c'est ça qui fera la différence au moment du choix, je l'espère, de l'élection présidentielle. Vous avez tous voté Hollande, en gros, c'est ça? Eh oui, eh oui, eh oui. On savait qu'il allait venir, il avait promis de venir, donc on s'est dit, il faut lui donner sa chance, il faut que lui sorte pour pouvoir nous sortir de ce marasme. En mai 2012, les votes des sidérurgistes vont massivement à François Hollande. Lui, président, il confie le dossier ArcelorMittal à Arnaud Montebourg, son ministre du redressement productif. Pour forcer Mittal à rallumer les hauts fourneaux, Montebourg a un plan. Le scénario d'une nationalisation temporaire est sur la table. Cela a été rappelé d'ailleurs par Michel Sapin ce matin. La nationalisation, c'est quand l'État rachète une entreprise à un patron. De gré ou de force. Car l'État décide que cette entreprise est vitale pour la communauté nationale. Votre espoir, c'était la nationalisation, c'est ça? Ah oui, ouais. On s'est dit, s'ils le font, ça s'était fait par ailleurs, auparavant, pourquoi pas? À partir du moment où il y avait le mot nationalisation qui avait été sorti, là je suivais l'affaire de près, je lisais les journaux, tous les articles, tout ce qui se disait par les syndicats, par Arnaud Montebourg, tous ces machins-là. Nous sommes aujourd'hui dans un bras de fer qui commence et nous allons le mener ensemble. J'étais pas le seul, on était tous là accrochés à savoir comment que ça allait se passer, où c'est qu'on en était, quoi. Et donc on s'est dit, et moi le premier, ça y est, c'est bon, on la tient. On la tient cette idée-là. Ouais, franchement, là on y a cru. Vous savez que la personne qui décide, ce n'est pas moi. Maintenant, les choses sont engagées. Voilà. Le gouvernement n'a pas retenu l'hypothèse d'une nationalisation transitoire, qui a pu être évoquée ces derniers jours. Il a écarté cette solution qu'il a obtenue du groupe ArcelorMittal. La nationalisation, c'est-à-dire l'expropriation par nécessité publique, peut certes être nécessaire. Ça m'a serré le cœur, hein. Je dis, mince, alors, qu'est-ce que c'est cette histoire-là? On nous parle de nationalisation depuis des mois maintenant, et là, à la fin, tout dernier, ils se recroquevillent. Je dis, ça y est, ils se sont fait avoir. On s'est vraiment là senti abandonné, voilà. Putain, traître. Une rage interne, ouais. J'avais l'impression que j'avais un feu bouillonnant en moi qui me disait « Mais pourquoi t'y as cru? Pourquoi tu t'es laissé avoir comme ça, quoi ?» Et dans certaines têtes, y compris la mienne, s'est insinué un doute. Un doute sur lequel prospère le Front National. L'idée que les ministres obéissent à des logiques plus fortes qu'eux, voire à des forces obscures. J'ai l'impression qu'être président de la République aujourd'hui, c'est à titre honorifique. Alors elle se fait où, la politique? Quelque part, quand même. Les grands centres monétaires, la Banque centrale européenne, le Fonds monétaire international, les grandes décisions, elles doivent se prendre là. Elles doivent se prendre là. Et peut-être même encore qu'au-dessus, il y a des grands trusts. Un Mittal, un Rothschild, c'est ceux-là, pour moi, qui dirigent le monde. L'imagination galope d'autant plus que personne n'est venu expliquer ce qui s'était passé dans la coulisse. C'est des extractations au plus haut niveau, nous on ne sait pas. Mais je crois que même Édouard Martin exactement ne le sait pas aujourd'hui, je suis sûr. Je sais parce qu'il nous l'aurait dit. Pourquoi il ne nous l'aurait pas dit? C'est pas normal de laisser les ouvriers dans le flou. C'est dans cette pénombre que grandissent les théories du complot. Mais moi je pouvais savoir. Après tout, j'étais la télé, non? Moi, je vais enquêter là-dessus. Je vais l'illustrer. Je vais essayer de rencontrer les gens que vous ne pouvez pas rencontrer parce que vous êtes dans votre boulot et essayer de trouver des réponses aux questions que vous vous posez et qui ont fait que vous avez voté Front National. Et je viendrai vous voir avec. OK? OK? Ça tombait bien, Arnaud Montebourg avait un peu de temps de libre.
Et puis 2 ou 3 choses qui lui étaient restées sur l'estomac. Pour moi, c'était évidemment une humiliation personnelle, mais une défaite politique. Alors, est-ce que l'ordre venait de l'étranger? Nous avions le pouvoir de nationaliser cette entreprise. En tout cas, ce morceau d'entreprise. Et ce pouvoir ne nous a pas été retiré, ni par Bruxelles, ni par quiconque. Il y a 2 personnes qui ont finalement brisé le consensus républicain. Le président de la République, le Premier ministre. Le président de la République, à un moment, m'a retiré le dossier, la veille, l'a donné au Premier ministre, qui a dit « pas du tout, on va fermer les hauts fourneaux ». Voilà. Donc c'est eux qu'il faut interroger, qui nous expliquent pourquoi. Parce qu'il n'y a pas de raison technique, il n'y a pas de raison économique, il n'y a que des raisons politiques qu'ils doivent expliquer. Moi, je ne les connais pas. Ils ne me l'ont jamais dit. Vous les ont formulés quand même. Ils ont expliqué que ça ne se faisait pas. Ça se fait pas. Ça se fait pas. C'est ce qu'on dit aux enfants, ça. C'est ce qu'on dit quand on est plongé dans le conformisme, c'est-à-dire où on vous a appris une leçon et vous la répétez sans savoir pourquoi. Moi, je vous propose une chose. Demandez aux auteurs de cette décision pourquoi ils l'ont prise. Parce que moi, j'ai toujours pas compris. Voilà. Je vais le faire. Oula, apparemment, ça ne s'était pas passé en douceur. Moi, j'ai pris le dossier en cours. Et quand je l'ai pris en cours, là, j'ai effectivement été tout de suite convaincu que l'option nationalisation, c'était pas une option qui respectait les gens, parce que c'était pas une option viable. Imaginons qu'on nationalise. Donc l'État investit, et il fallait investir très cher, hein, pas loin d'1 milliard d'euros, tout compris. Mais on n'était pas certain qu'ayant produit de l'acier, l'État devenant producteur d'acier, que cet acier serait vendu. Il n'y a jamais eu de promesse du candidat François Hollande pour nationaliser ce site industriel, ou un autre d'ailleurs. Écoutez, le président de la République m'a laissé avancer, a protégé mon avancée, même. C'est-à-dire qu'il a demandé à certains de mes collègues dans le gouvernement qui n'étaient pas d'accord avec la proposition de nationalisation, ce qui est normal, il y a des débats dans le collège gouvernemental, de ne pas me critiquer publiquement, donc de me laisser avancer. Donc je me suis senti soutenu, pas seulement senti, je crois que je l'avais convaincu. C'est incroyable quand même de se dire que dans un gouvernement où vous devriez tous communiquer les uns avec les autres, il y a un ministre important, Arnaud Montebourg, qui va à la télévision, qui déclare partout que la nationalisation, c'est ce qui va se faire, qui va le dire aux ouvriers. Ça n'a jamais été tranché. Mais pourquoi vous ne le contredisez pas, alors? Mais je le regrette, personnellement, que ça ait été géré de cette façon. Parce que si on avait été plus simple et clair dès le départ, on n'aurait pas semé, en quelque sorte, une forme d'illusion. Et donc et de désillusion. Ça ne me plaît pas, ça, parce que c'est pas une manière de respecter les gens. La veille de l'annonce supposée de la nationalisation, le ministre Montebourg rencontre le plus proche conseiller du président de la République, un jeune énarque qui a de l'avenir, Emmanuel Macron. Montebourg croit compter en lui un allié. Il se trompe. Je me souviens de cette formule d'Emmanuel Macron. On saute en parachute avec toi, la veille. J'ai sauté, mais j'avais pas de parachute, et malheureusement, j'avais tous les gars d'ArcelorMittal avec moi. Et on s'est fracassés tous ensemble, et moi compris. Voilà ce qui s'est passé. Pascal était vraiment curieux de voir ce qu'on avait ramené. Nous avions le pouvoir de nationaliser cette entreprise. Et ce pouvoir ne nous a pas été retiré, ni par Bruxelles, ni par quiconque. Demandez aux auteurs de cette décision pourquoi ils l'ont prise. Parce que moi, j'ai toujours pas compris. Le pouvoir était ailleurs qu'en France, voilà. C'est ça que vous pensiez? Oui. Vous n'étiez pas le seul. Oui. Est-ce qu'au vu de ça, vous pensez différemment? Montebourg, il a l'air convaincant quand il dit on avait le pouvoir. C'est pas Bruxelles qui décidait ce machin, on avait le pouvoir et ça me rassure d'entendre ça. Ouais, ça me rassure d'entendre ça. Je me souviens de cette formule d'Emmanuel Macron. On saute en parachute avec toi. J'ai sauté, mais j'avais pas de parachute, et malheureusement, j'avais tous les gars d'ArcelorMittal avec moi. Et on s'est fracassés tous ensemble, et moi compris. C'était pas une option qui respectait les gens, parce que c'était pas une option viable. Imaginons qu'on nationalise. Donc l'État investit. Il a pris le dossier la veille. En une journée, il a décidé que ce dossier n'était pas viable. Montebourg, il a travaillé des mois là-dessus. Lui, il prend le dossier, la veille, il a vu personne, et il a décidé qu'il n'était pas viable. Pourquoi? Sur quels critères?
compris. Et là, il va chercher ce milliard-là. Et on n'était pas certain qu'ayant produit de l'acier, l'État devenant producteur d'acier, que cet acier serait vendu. Mais je le regrette, personnellement, que ça ait été géré de cette façon. Il a exprimé ses regrets. Alors, les regrets, j'en ai plein les poches, hein, des regrets. Aujourd'hui, le choix du Premier ministre a été appliqué. Les hauts fourneaux ont été définitivement éteints. Les hangars des intérimaires et des sous-traitants sont vides. En revanche, c'est vrai, les salariés internes d'ArcelorMittal ont été recasés dans la filière froide. On va dire c'est triste. La sidérurgie, elle s'éteint tout doucement. Moi, je suis sidérurgiste de père. Mon père était déjà dans la sidérurgie, j'ai mon frère qui est dans la sidérurgie. Moi, je suis dans la sidérurgie. Et je pense que nous, on va être les derniers, je pense. Donc l'objectif était double. C'était d'une part que les hauts fourneaux fermés, il n'y ait pas un seul licenciement. Il y a beaucoup d'endroits en France où il y a des entreprises qui ferment et il y a des licenciements, des gens qui vont à Pôle emploi. Donc dans la négociation, dans le rapport de force... mais là, il y en a eu, vous le savez. Non, il n'y a pas eu... Des sous-traitants. Non, il y a eu des centaines de sous-traitants qui ont fermé. Le principal sous-traitant a fait partie du même plan. Mais vous êtes d'accord, il y a eu des sous-traitants qui sont retrouvés au chômage. Je ne dis pas que c'est 100% parfait. Les sous-traitants, c'était l'hécatombe. C'est-à-dire l'hécatombe ? C'est l'hécatombe, plusieurs centaines d'emplois étaient perdus. Nous, l'entreprise où on travaillait, elle a fermé. On était 60 à l'annonce des fermetures de hauts fourneaux. On s'est retrouvés au final à 16, avec un gros déficit. On a dû mettre la clé sous la porte, en redressement pendant 1 an et demi. Ça, c'est pour une seule entreprise. Mais combien de sous-traitants ont été vraiment virés? Le chiffre est inconnu. On les évalue à 2000 sur le carreau, mais personne ne sait. Même le président de la République, qui est revenu à Florange, entouré d'experts, personne ne lui a rédigé une fiche sur les sous-traitants. Je viens de le dire, c'est que la réussite est possible. Même après une crise, même après une difficulté, la parole aussi de l'entreprise a été tenue et des partenaires sociaux. Il y avait un conflit qui a duré 2 ans ici et il y a des résultats. C'est un bel exemple pour la France. On sait combien de sous-traitants sont au chômage? Vous n'êtes pas inquiet de l'explosion du vote Front National chez les sidérurgistes? Il y a un truc que je trouve formidable, par exemple, c'est que vous n'êtes pas le premier à qui je pose sans arrêt la même question. Sait-on combien de sous-traitants se sont retrouvés au chômage après cette affaire? Et personne ne sait. C'est les invisibles de l'histoire. Je comprends que cette situation existe. Je comprends très bien qu'il y a des conséquences. Donc ce n'est pas 100% de gens qui ont forcément trouvé une solution. La première des conséquences, pour Marie da Silva, c'est qu'elle va mettre toutes ses forces au service du Front National. Et puis, on sortait tout juste de campagne, j'avais encore tous les tracts à la maison. Donc, je regardais tout ça et je me suis dit, ben voilà, tu vois, t'as même pas pris le temps de regarder les programmes des uns et des autres. T'étais fixé sur Hollande, tu t'es dit, voilà, c'est lui qui peut nous sauver. Après, je suis passée à Marine Le Pen et puis plus je lisais et plus je m'y retrouvais. Je me disais, après tout, pourquoi pas? Après tout, on s'est fait avoir par la droite, on s'est fait avoir par la gauche. Maintenant, on peut pas. Pire que ça, on peut pas, quoi. Il faut faire autre chose. Les gens que j'ai interviewés, que j'ai rencontrés, il y en a certains qui ont pris la décision, le jour où on leur a dit que la nationalisation c'était mort, ils ont dit on ne peut plus faire confiance aux politiques, on va voter pour le Front National. Est-ce que ça, vous en aviez parlé entre vous? Pour moi, c'était un abandon à race campagne. Voilà. Les lâchetés se payent. Le courage, c'est un effort. Voilà, vous avez un exemple. Pour moi, c'était un point de rupture avec le président de la République et bien sûr le Premier ministre, ça c'est évident. Il y a eu des explications de gravure, je peux vous dire, comme jamais je n'en ai eu dans ma vie, dans le bureau du président de la République, avec le Premier ministre. Mais le mal était fait. Lionel Buriello, le leader de la CGT, est choqué de voir des camarades passer au FN. Mais avant de les condamner, il tente de se mettre à leur place, et même de chercher sa propre responsabilité dans ce virage. La question qu'il faut se poser, c'est qui est susceptible de foutre le plus le bordel? Vous. Voilà. Et puis à côté de ça, les grands oubliés, parce qu'ils savent qu'ils sont oubliés, parce qu'on ne parle jamais d'eux. Ah oui,
Ah bah encore Buriello, encore Martin, et puis toujours les mêmes, hein, et puis toujours médiatisés. Mais moi on parle jamais de moi. Eh bien si on parle jamais de moi, si toi tu parles jamais de moi, c'est-à-dire toi, président de la République, toi, Premier ministre, toi, gouvernement, toi, syndicaliste, hein, eh ben je vais voter Front National. Peut-être qu'eux, ils parleront de moi. J'ai pris contact via Facebook avec Fabien au mois de mars. Fabien, c'est Fabien Angelman, un ancien employé communal, syndicaliste lui aussi, et candidat du Front National à Hayange. Il m'a rappelé au mois de juillet en me disant qu'il fait un tractage sur le marché, donc juillet 2013. J'ai été donc faire mon premier marché avec lui, distribution de tracts, et j'ai démarré tout bêtement comme ça, quoi. Vous auriez imaginé il y a 2 ans tracter pour le Front National? Pas du tout. Oh non, oh là là, loin de là. Vous les preniez à l'époque? J'aurais cru que j'aurais eu honte il y a 2 ans. Ah ouais. Et vous êtes retrouvé numéro 2 de la liste. Oui, oui. Ce qui, quand même, était un indicateur fort qui manquait de cadre politique, non? Oh oui, oui, parce que moi, je n'y connaissais rien. Je n'y connaissais rien. En mars 2014, le FN remporte la mairie de Hayange. C'est du racisme, c'est pas de la démocratie. On sera contre eux toujours, on les combattra. On va les niquer là où ils sont. Marie est là, aux côtés de Fabien Angelman. C'est aussi le travail d'équipe, avoir un programme local, proposer vraiment une alternative crédible à la population et montrer notre côté sincère. Voilà, il y a la sincérité. Mais Fabien Angelman est-il vraiment sincère? Assez vite, Marie va commencer à en douter. Du jour où on lui a posé l'écharpe sur les épaules pour dire qu'il était maire, ça a été fini, quoi. Monsieur Polanco, veuillez sortir le public qui gêne le bon déroulement du conseil municipal. Regardez le respect. Regardez le sifflet, monsieur. C'est incroyable, c'est à couper au couteau. C'était Dr Jekyll et Mr Hyde. Dans les mois qui vont suivre, Marie da Silva va aller de surprise en surprise. Pour l'heure, nous quittons Hayange et sa mairie Front National. Mais nous reviendrons. Nous sommes dans l'arrière-pays niçois, près d'un village de carte postale. Mais la femme que nous venons voir n'habite pas là. Elle habite dans une entrée de ville, semblable à toutes les entrées de ville de France, entre le Leclerc et la pompe à essence. Marie-Cécile n'est pas une ouvrière, elle appartient à ces classes moyennes, venues de la droite républicaine, qui se sont mises à voter Front National après un coup dur dans leur vie. Ce qui m'est arrivé, c'est qu'un soir, en sortant du travail, c'est la période de grand rush, je me suis retrouvée dans ma voiture, en pleurs. Et en arrivant sur le boulevard Saint-Antoine, j'ai accéléré à 100 km/h, j'ai détaché ma ceinture et puis j'attendais de trouver le bon platane pour rentrer dedans. Et en roulant les larmes aux yeux, j'ai eu un déclic, c'est-à-dire je ne sors pas du travail, je vais chercher mon fils à l'école. Et c'est ça qui a fait que j'ai décéléré, que j'ai remis ma ceinture. C'est trop bien? Ouais. Ouais. Ah, même les activités où t'as pas participé? Qu'est-ce qui, dans le travail, parce que c'est lié au travail, cette violence, qu'est-ce qui était si dur à vivre dans le travail? Eh bien, c'était, je pense, a posteriori, un grand manque de reconnaissance.
Un grand manque de reconnaissance, beaucoup de reproches. Mais alors les compliments, les félicitations, les encouragements, peanuts, zéro. Que des reproches, que des reproches, que des reproches. Et toujours accablé, accablé, accablé. Tu m'ouvres, Romain, s'il te plaît. Marie-Cécile a fui Paris et elle s'est retrouvée seule avec son petit garçon, sans boulot. Elle n'a toujours pas ouvert ses cartons de déménagement. Être maman seule avec un petit garçon, c'était tout juste l'enfer sur Terre, quoi. Oui, en 8 ans, j'ai fait l'équivalent de 9 déménagements. Ça, c'est quoi? C'est un dessin que tu as fait? Aujourd'hui, on se retrouve un petit peu isolé et en souffrance. Mais quand je vais me relever, il faut que tout le monde se cache sous les tables parce que c'est la bombe à retardement, en fait. C'est la bombe à retardement. Alors déjà, tu t'installes correctement, s'il te plaît. Allez, s'il te plaît, Romain. Est-ce que, par exemple, le fait d'avoir à un moment donné où vous êtes dit j'en ai marre, je vais voter Front National, est-ce que ça participe de ça Oui, je pense oui. C'est ma manière à moi d'exploser, oui. Parce que je n'ai pas l'intention d'imploser. Parce que quand je pense que l'État aide des personnes qui arrivent en France, qui n'ont jamais travaillé en France, qui n'ont jamais cotisé... Marie-Cécile l'a vu sur Internet. Les étrangers sans papier siphonnent toutes les aides sociales. Et même, ils passent sans vergogne devant les Français. Ce matin, elle va à la caisse d'allocation familiale. Elle veut savoir à quoi elle a droit. Et en même temps, elle n'est pas très contente d'avoir à demander de l'aide. Bonjour, madame. Enchantée, Marie-Cécile. Enchantée. Oui, avec un peu de monde. On va vérifier, c'est ce que j'ai complété. Je me dis, mais pourquoi moi, je n'ai droit... Voilà, moi, je ne perçois aucune aide d'aucun type, même pas... Je suis allée voir 2 assistantes sociales à Versailles. Non, vous n'avez pas droit à une aide éducative. Enfin, vous n'en avez pas besoin. C'est pas que j'en ai pas droit, j'en ai pas besoin. J'en avais pas besoin, donc voilà. Alors parfois, j'ai les yeux qui sortent de la tête, les cheveux en iroquois avec le psy qui me fait tourner les chèvres. Et j'ai pas le droit à une aide éducative. Je veux dire, 2 assistantes sociales m'ont reçu. Je dis, vous savez que l'année dernière, j'ai fait un burn-out. Je me suis retrouvée 15 jours à l'hôpital, 3 mois en arrêt maladie. Marie-Cécile appartient à ces classes moyennes en difficulté. Pas assez riches pour s'en sortir, pas assez pauvres pour être aidées. J'ai étudié votre droit éventuel au RSA. Oui. Et donc, effectivement, vous dépassez le plafond pour pouvoir en bénéficier. D'accord. Toutes ces allocations, etc. Ouais. Est-ce qu'il faut être français? Est-ce qu'on peut être immigré? Quelles sont les conditions d'action? Pour les personnes étrangères, il faut justifier d'un titre de séjour, déjà, et d'une résidence en France de plus de 5 ans. Par exemple, si quelqu'un, un immigré, venait vous voir sans papier, il ne peut pas avoir d'allocation familiale? Ni allocation familiale, ni RSA, non, non. Non, rien du tout. Ah non, voilà. Bon, voilà quelque chose Très à bien. clarifier. Oui, parce qu'on entend tellement de choses. Bien sûr. C'est les allocations, plus ça, plus ça, plus ça. Et au final, naïvement, j'y crois. Non, il y a beaucoup de choses oui. fausses qui circulent. Et notamment sur les réseaux sociaux, des choses qui circulent. Ah, d'accord. Voilà. Il ne faut pas toujours croire ce qu'on voit. Mais il en faut plus pour rassurer Marie-Cécile. Elle se sent isolée, vulnérable. Elle imagine la situation exactement inverse chez les musulmans, solidaires, soudés. Les couples n'existent plus, les familles sont démantelées, c'est chacun pour sa pomme, et puis c'est très difficile. Et j'aurais tendance à dire que cette population profite de cette situation de crise grave, dire, bah voilà, chez nous, on est toujours sur pied, on est toujours solidaires, on est toujours musulmans, je veux dire, voilà. Marie-Cécile alimente sa peur sur Internet. Elle fait partie de ces nombreux Français qui ne croient plus dans les médias. Pour moi, l'information, c'est de la désinformation. Sur Internet, je découvre beaucoup de choses
dans toutes les grandes villes de France. Les musulmans pris en pleine rue et bloquent des quartiers entiers. Voilà. L'image que nous montre Marie-Cécile a été filmée à Barbès, à Paris, dans le 18e arrondissement. Elle tourne en boucle sur Internet. L'extrême droite présente ses prières comme la preuve irréfutable de la conquête musulmane dans les rues de France. Et vous savez qui a lancé ce truc? Non, pas du tout. Vous n'avez pas peur d'être manipulé? Absolument pas, puisque on reconnaît bien ce qui se passe aujourd'hui. Je veux dire, ça correspond à la réalité. Hein. On voit ces gens-là arriver chez nous à vouloir nous retirer toute liberté du jour au lendemain. Vraiment, vraiment ils essaient de vous retirer vos libertés à vous? C'est l'impression, enfin, honnêtement, c'est ce que je sens arriver. C'est ce que je sens arriver. Mais pour l'instant, c'est pas vraiment arrivé, non? Pas encore. Vous imaginez vraiment qu'un jour, quelqu'un vienne vous voir, vous, Marie-Cécile, et vous dise « ça serait bien que tu mettes un foulard sur la tête ». Je suis pas la seule à le penser. Alors, c'est vrai qu'on passe un peu pour fou. Si jamais vous découvriez qu'il y a du mensonge dans ce qu'on vous vend, là, est-ce que ça changerait votre manière de voir les choses? Non. Non. Non? Ah ouais. Moi, j'ai l'impression à vous entendre qu'on va vers la guerre entre musulmans et... Une guerre civile, certainement, oui. Nous quittons Marie-Cécile en lui promettant d'enquêter quand même sur les prières de rue. Nous reviendrons la voir dans quelques semaines avec les résultats de nos recherches. Nous verrons bien alors si son opinion évolue. En juin 2014, le maire Front National est élu depuis à peine un mois et il va remporter une première bataille. Il barre la route à une école de danse orientale qui lui demandait une salle pour ses répétitions. On a commencé à sentir le vent tourner parce qu'il m'a déjà dit, le maire a demandé à ce qu'on change le mot oriental dans danse orientale. Nous, on a pensé danse folklorique lorraine ou quelque chose comme ça, mais on lui a pas proposé. Donc voilà, bon là j'en rigole, mais sur le coup, ça nous a pas fait rigoler. Donc on a fait la demande officielle et donc j'ai su par l'adjoint que ça a été refusé parce qu'il a dit la danse orientale n'est pas compatible avec le FN. Voilà ce qu'on m'a donné comme réponse. Officielle. Ouais. Le maire de Hayange n'aimerait pas la danse orientale. Il préfère la fête du cochon. 3 mois plus tard, il en organise une, juste devant la mairie. Une idée conviviale qui plaît bien aux Hayangeois. Mais Fabien Angelman transforme la fête en meeting politique. Le cochon chez nous est une vieille tradition. C'est, n'ayons pas peur des mots, un apprentissage de la République. L'oubli de soi et de ses petits intérêts pour davantage de fraternité, pour mieux vivre ensemble. Pour le vivre ensemble, il faut donc manger du cochon. Sauf quand on est musulman, ou juif d'ailleurs, pour qui le cochon est un interdit alimentaire. D'ailleurs, ce jour-là, à Hayange, une douzaine de néo-nazis s'étaient invités. Les images sont rares car ils menacent de briser les caméras. Les nazis jouent à occuper la ville, sans être dérangés un seul instant par la police municipale. Et ils posteront leurs faits d'armes sur leur site internet. Pour Marie, qui est dans la coulisse, les relations avec Angelman vont se tendre. Moi, je lui avais dit à Fabien, j'ai dit, mais attends, on n'est pas autant fermé à l'islam que ça. J'ai dit, il faut pas tout le mélanger, quoi. J'ai dit, là t'en fais carrément une cible. Alors il me fait, de toute manière, c'est ça le Front National? J'ai dit non. C'est son Front non, National, non, lui. ça c'est toi, c'est eux. C'est pas le parti auquel on a adhéré, nous. Et c'est là on a commencé tous les deux à s'affronter. À Hayange sont aussi venus ce jour-là les inventeurs des fêtes du cochon anti-musulmans.
Christine Tassin et Pierre Cassin. Marie et Alain s'inquiètent de les voir tout le temps dans l'entourage du maire. Quand on les a vus la première fois, vous saviez ils étaient pas. très modérés. Moi, je les connaissais, ces deux personnages. Ils montaient des coups médiatiques avec le Bloc identitaire, un groupuscule qui compte très peu de prix Nobel. Le cochon était leur animal totem. Ils voulaient sauver le saucisson, qui, paraît-il, était menacé. Mais qu'ils sachent une chose, c'est que la France et l'Europe ne seront jamais une terre musulmane. Je vais vous montrer un petit document, qui est un document que j'ai filmé, que je vous ai ramené. Je pense qu'il va vous intéresser parce que... Je considère qu'en France, on devrait tous avoir on va dire une nécessité impérieuse qui est d'être islamophobe pour défendre la République, pour défendre la France. Que des gens puissent ne pas être islamophobes en France, ça me sidère. Vous savez que la phobie, c'est une maladie. Hein. La phobie, ça se soigne. Arachnophobie, par exemple, c'est des gens qui s'évanouissent quand ils voient des araignées. Qui ont des terreurs comme ça, ils se mettent à trembler. Non. Ne jouez pas sur le double sens des mots, parce que c'est très bien. Ah non, la phobie, c'est une maladie. C'est classé par les psychiatres comme une maladie. C'est dommage qu'on n'a pas vu ça avant. Oui. Ça, si Old Gentleman était proche de gens comme ça, on n'aurait certainement pas adhéré. Non. Qu'est-ce que ça peut vous apporter dans une région, l'islamophobie? Dans une région où on n'est pas atteint par les musulmans. Il y en a bien sûr qu'il y en a, mais il ne faut pas une guerre de religion. Ici, c'est totalement faux. Ici, c'est toujours, je le répète, donc c'est plutôt un programme économique qui était attirant. Alain et Marie da Silva viennent de la gauche. Ils ne veulent pas voir à quel camp historique ils viennent d'adhérer. D'ailleurs, je brûle de poser une question un peu personnelle à Alain. Vous et moi, on partage un point commun, c'est qu'on a des origines communes. Hein, on est descendants d'immigrés portugais. Et moi, je me souviens, par ma famille, tout ça, que quand même, le Portugal, c'était une dictature d'extrême droite, hein, et que c'était pas gai, quoi. C'était un pays très médiocre. J'ai découvert le Portugal la première fois en 71, j'ai découvert le Moyen-Âge. Je ne savais pas que c'était possible. Je croyais que j'ai ouvert un livre d'histoire vivant. Les gens marchaient sans chaussures, il n'y avait pas de courant dans les maisons, ils venaient à peine d'avoir l'électricité. Du coup, les gens qui émigraient pour venir ici, c'était compréhensible. C'est des gens qui sont venus ici, pas pour dévaliser les Français. Ils sont venus ici pour améliorer leurs conditions de vie. Alors, est-ce que vous ne dites pas quand même, le jour où vous votez FN, que vous votez pour des types qui ont plus d'admiration pour Salazar que pour De Gaulle? Non, je dirais pas ça. Non. Non, parce que Salazar n'a pas fait la même politique. C'est une politique répressive. Le Front National aujourd'hui, enfin, j'espère que je ne me trompe pas, mais je pense qu'il y a une tendance plus économique. En octobre 2014, Marie et Alain veulent encore croire au FN. En revanche, ils vont tout mettre en œuvre pour combattre Fabien Engelmann. Notamment en dénonçant des irrégularités financières dont ils ont été témoins pendant la campagne. Marine Le Pen, vous lui en avez parlé de votre conflit avec Fabien Engelmann? Pas directement, puisque je ne l'ai jamais vu. On a eu juste un échange de mails. Mais ça a été difficile pour moi, hein, parce que c'était quand même... Il fallait quand même prendre la décision de dire on va tout casser. Voilà. Parce qu'on s'est battu pendant presque un an pour gagner ces municipales. Et au bout de 6 mois qu'on avait la mairie, se dire ça y est, on fait tout tomber. En novembre, le Front National tient son congrès. Il y a 200 journalistes de toute la planète. Un congrès à l'américaine qui coûte de l'argent. À l'autre bout de la ville,
quelques milliers d'antifascistes manifestent. En leur sein, se sont glissées 300 personnes masquées, inidentifiables. Des anarchistes, dit-on. Mais en fait, on n'en sait rien. Au bout de quelques centaines de mètres, ils cassent des abribus et la vitrine d'un tailleur turc. Étonnant spectacle de ces commerçants immigrés défendant leurs magasins face à des émeutiers prétendument antifascistes. Moi, je vais vous enculer, moi. On va aller Le contraste est frappant entre la mise en scène d'un parti puissant que rien ne semble arrêter et l'image de ces manifestants qui reculent et qui vont achever de se dissoudre Oui, mais nous, on se protège, nous. sous les gaz lacrymogènes et les charges de police. Le discours final de Marine Le Pen est un mélange des genres qui a un parfum de déjà-vu. Marine Le Pen, la socialiste, attaque le pouvoir de la finance. Il n'est pas surprenant, hélas, que cette Union européenne soit devenue un gigantesque parc d'attractions pour les multinationales, les marchés financiers et les technocrates qui leur font la courte échelle. Mais la foule ne sort vraiment de sa torpeur que lorsqu'elle entend Marine, la nationaliste. Je n'aurais pas la cruauté d'évoquer la République laïque, qui n'est plus qu'un souvenir évanoui par des années d'immigration massive, de soumission aux revendications des fondamentalistes. Tout y passe, le contenu des manuels scolaires, les repas dans les cantines, les horaires séparés dans les piscines, les vestiaires, les jours fériés, les exigences vestimentaires, la construction de salles de prière. Le Front National le sait, il puise sa véritable énergie dans ce ressentiment contre les musulmans. Il est vital pour lui de l'imposer partout. Nos idées ont envahi le débat public. Nos propositions sont au centre des discussions politiques. Et nous serons au second tour de l'élection présidentielle de 2017. Marine Le Pen a raison. Elle a réussi son coup. Mais comment a-t-elle fait? L'esprit du Front National est là. Il souffle sur les unes des magazines. Celle-ci, celle-là, encore celle-ci. Hein? Ah bah non, non, pas celle-ci. Au nom du mépris de la bien-pensance, un nouveau cliché, il est permis, voire recommandé, de dire n'importe quoi. Et puis il y a eu des prières sur la voie publique. D'abord c'était rue Mira. Et maintenant il y a 10 ou 15 endroits où, de manière régulière, un certain nombre de personnes viennent pour accaparer les territoires. Je suis désolé, mais pour ceux qui aiment beaucoup parler de la Seconde Guerre mondiale, s'il s'agit de parler d'occupation, on pourrait en parler. Je pense qu'il faut quand même être un peu dur et dire qu'il y a un certain affichage de différence qui est insupportable. L'assimilation, oui, ça suppose d'éradiquer un petit peu quand même les différences à la schlag. Vous êtes là pour servir votre cause qui est la haine de l'islam. Point. La haine de l'islam, bien sûr, et voilà. j'en suis fière. Voilà, bah très bien, l'islam voilà. est une saloperie. Enfin, vous Merci, vous madame, démarquez. c'est très gentil. Voilà. Même sur iTélé du groupe Canal+, mon cher employeur que je salue au passage, on peut prendre peur en écoutant certains chroniqueurs. Il faut bien comprendre d'abord que vous ouvrez le Coran à n'importe quelle page et il y a écrit « il faut tuer les juifs, il faut tuer les chrétiens, Dieu les maudit, il faut tuer les infidèles, etc. » Il n'y a pas besoin d'aller lire la Drummond. Bible, et la Bible. La Bible, il y a écrit. La Bible d'abord, dans les évangiles, il n'y a pas écrit ça. Non, et l'Ancien Testament. Dans la Torah, il y a écrit. Oui, il y a écrit, mais qu'est-ce qu'il y a écrit? Il y a écrit « il faut tuer Amalek ». Vous connaissez un Amalek, vous? Ah ouais, donc le Coran, c'est un peu comme Mein Kampf, mais en pire. Un appel au meurtre à chaque page. Révélé à la télé par un journaliste célèbre, ça fait peur.
À moins que ce ne soit pas tout à fait la vérité. Alors, est-ce qu'il y a vraiment un appel au meurtre à chaque page du Coran? Et est-ce que la Bible s'en prend exclusivement à Monsieur Amalek, comme le dit Éric Zemmour? Pour le savoir, nous allons nous livrer à un test comparatif entre la Bible et le Coran. Quand même des sacrées scènes de bataille dans la ville. Et ça, c'est la liste des villes massacrées. Homosexuels, on les lapide, la femme adultère, on la lapide. Saisissez-les et mettez-les à mort partout où vous les trouvez. Et même Jésus qu'on prend toujours un peu pour un hippie, ceux qui ont refusé que je devienne leur roi, amenez-les-moi ici et égorgez-les devant moi. Jésus. Les appels au meurtre. Dans le Coran, on en a trouvé 6, et dans la Bible, on en a trouvé 13. Alors, mensonge ou bavardage de bistrot? Ou peut-être bien qu'Éric Zemmour avait une lecture du Coran différente de la nôtre. Nous l'avons appelé, nous lui avons écrit, mais il n'avait jamais le temps de nous parler. Alors, nous avons décidé d'aller le rencontrer par surprise à Bruxelles. Il parlait devant un club très sélect de grands patrons. C'est raisonnable. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que les anciennes valeurs disparaissaient et n'étaient pas renouvelées. Il est vrai que moi qui étais une éducation bourgeoise et religieuse, la religion, le père de famille, l'école, le maître d'école, ça a été fort important. Maintenant, tout ça a un peu changé. Bonjour Monsieur Zemmour, j'ai sollicité une interview auprès de vous de Canal+. Oui, vous savez, je voulais vous demander, parce que je vous ai entendu souvent sur e-télévision. Sur e-télévision, vous avez notamment mentionné que le Coran, il y avait un appel au meurtre. Il y avait un appel au meurtre à chaque page. Alors je vous ai apporté le Coran, je voudrais que vous me montriez. C'est bien, lisez-le. Ben non, mais montrez-nous. Éric, c'est pas par là. Vous êtes contre le débat démocratique, Éric Zemmour? Je débat pas avec vous. Ben non, attendez, pourquoi? Lisez-le. Pourquoi? Parce que j'ai pas envie, je débat avec qui je veux. Ah, d'accord, ok. On s'inscrit à la conférence de presse. Donc, en fait, la démocratie, c'est pas votre problème. C'est juste, il faut que vous choisissiez avec qui vous débattiez, c'est ça? Voilà. Les idées du FN, elles sont aussi relayées chaque jour par des centaines d'anonymes. Des relais d'autant plus efficaces qu'ils sont discrets et sympathiques. Bon, je vais aller bosser pour payer ton RSA. Jean-Luc tient un magasin de chaussures à Montcornet, petit village de Picardie où les maisons restent très longtemps à vendre et les usines ferment, les unes derrière les autres. Ah, j'enlève mon blouson. Jean-Luc est retraité, il vit un peu dans son magasin et beaucoup sur Internet. Les yeux dans Zemmour, notamment. Je les défends, mais j'attends les caricatures, vous savez. C'est ce que j'aime bien chez Zemmour, parce que il a pas de... lui, il n'a pas de frontières, par contre, dans ses discours. Et par contre, tous les gens bien pensants qui sont autour de lui, alors ça les gêne, parce qu'il faut surtout bien penser, il ne faut surtout pas dire de mal d'une autre culture, il ne faut pas dire de mal de l'islam, même quand il lapide une gamine de 12 ans, etc. Moi, ça me gêne, ça. Bonjour. Bonjour, Doudou. Avec ses clients, Jean-Luc prêche avec la foi du nouveau converti. Je viens voir les nouvelles collections. Les nouveaux modèles. Là, j'en ai 2 là à droite, au fond. Années 50. Sinon, ça va, ça marche bien. Là, c'est très calme. C'est calme. Hein. Très, très calme. Je travaille pas, sans emploi. Ah ouais. Enfin, maintenant, faut pas faire ça difficile. On est mal parti. Ce qu'ils veulent, c'est quoi? C'est qu'on ait des salaires les mêmes que les Chinois, puisqu'ils font travailler les Chinois, les usines sont là-bas. Oui, voilà. Mais comment qu'on achètera leur matériel hein, si on est payé comme eux? Je sais pas, mais ça va être la catastrophe. Oh là là. Ça fait que c'est pour ça que les gens se tournent vers Marine Le Pen, parce qu'en fait, c'est une femme. Ah, Marine Le Pen, je vais vous dire la vérité, je suis pas pour elle. Hein. Parce que c'est le Front National, parce qu'on nous dit qu'ils sont racistes. Oui, voilà. Vous croyez qu'elle est réellement raciste? Moi, franchement, je ne suis pas raciste. Mais vous croyez qu'elle est vraiment raciste? Moi, je pense. Ça veut dire quoi, raciste? Et qu'est-ce qui vous fait dire qu'elle est raciste? Elle aime pas les... Les étrangers? Les étrangers, voilà. Parce qu'elle veut plus d'étrangers, donc elle les aime pas.
Oui, voilà. Bah, pour moi, c'est ça. Mais si vous n'acceptez plus quelqu'un chez vous, parce que ce quelqu'un, il vient toujours à l'heure du repas ou de l'apéritif, que vous n'en voulez plus chez vous. Enfin, moi, je ne veux pas vous influencer, parce que chacun fait ce qu'il veut, chacun vote ce qu'il veut. Moi, c'est la gauche. Voilà. La gauche de maintenant? Avec Hollande qui était... Hollande qui parce que là, il fait une politique de droite, là. Hein. Mais vraiment de droite. Hein. Là, c'est franchement, on va aider les grosses entreprises, les gens comme les propriétaires de Carrefour, Auchan et tout ça, ils sont à l'étranger, en Suisse, etc. Ils ne payent pas d'impôts en France. Hein, et puis ceux-là, on les privilégie. Pourquoi vous avez toujours préféré voter à gauche? Je viens de vous le dire, c'est parce que je suis ouvrière. Voilà. Le soir, après avoir fermé sa boutique, Jean-Luc rentre chez lui. Mais à l'heure où la France regarde le journal télévisé, lui, il retourne se plonger dans Internet. Il est un maillon actif d'une chaîne de mails de propagande. Il y a combien de gens qui sont dans les chaînes mail? Il y a des tas de gens. La France entière, l'Europe, le monde. Et je clique partager et je les envoie à tout mon agenda. Ces 50 personnes-là, ils peuvent très bien les renvoyer à toutes leurs adresses qu'ils ont dans leur agenda. Mais ça, c'est plus discret, cette histoire de mail. Voilà. Ouais. On peut toucher plus de monde sans être vu. Voilà. Par exemple, on ne peut pas t'attaquer parce que c'est une boîte mail, c'est une boîte aux lettres. Normalement, c'est anonyme. On ne peut pas t'attaquer parce que tu as envoyé ça à un tel ou à un tel. Tu peux nous montrer des mails un peu politiques, quoi, un peu des mails politiques, une sorte d'information alternative. Et voilà. Les messages peuvent être de la propagande assez bénigne qui ressemble de loin au programme du Front National. Mais Jean-Luc est à la fois un agent et une victime de cette propagande. Pour une grande partie, il s'agit de montages visant à générer le maximum de peur. Comme par exemple, ce film bricolé qui associe les prières de rue de Barbès aux extrémistes du nord de Londres. Effet garanti sur Jean-Luc. Ce n'est pas l'Irak, ce n'est pas la bande de Gaza, ces images proviennent du centre de Londres. Mais quand tu regardes un truc comme ça, tu dois être terrorisé. Ah, ça me stresse complètement. Ouais. Ça me stresse. Surtout qu'il y en a pas mal qui tournent. Hein. Ouais. Pas mal. Hein. Dans 100 ans, l'Occident est musulman. Et vous vous réveillerez quand il sera trop tard. Ça fait peur, hein. C'est un film d'horreur, là. Et le montage il est fait aussi un peu pour stresser. Hein. C'est prenant. Hein. Si je viens ici et que je tombe sur un mail comme ça, tout de suite, je vais monter en humeur. Puis après, je me dis, oh là là, Jean-Luc, fais attention à ce que tu lis, à ce que tu fais, parce que rentre pas dans le truc du lavage de cerveau, etc. Quoi, tu vois. Parce que tu te méfies, en fait. Je me méfie. Parce que j'ai pas du tout envie qu'on me dirige dans un chemin que je veux pas prendre, tu vois. Ouais. Mais ici, tu es au contact de musulmans ici? Non, pas du tout ici. Ouais. Il y en a quelques-uns, mais non, ils sont très bien. On discute ensemble, ils viennent me voir au magasin. Non, puis il n'y a pas beaucoup d'étrangers. Donc en fait, le seul endroit où tu as ressenti cette espèce de truc de domination, c'est à Aubervilliers. Aubervilliers et sur les marchés. Chercher des chaussures, voilà, quand je vais chercher du... Bon. Pour mon commerce. Ouais. Tu vois, Aubervilliers, ils marchent bien à l'aise, les bras bien écartés, bien fiers en regardant en l'air avec leur grande barbe, leur jet là-bas, et que tu es obligé de descendre du trottoir, qui se mettront même pas en biais pour te laisser passer. Tous, ils disent bonjour, eux, non. Un lundi matin, nous prenons la route, avec Jean-Luc, vers Aubervilliers. Je veux voir de près ces fameux musulmans qui l'obligent à descendre du trottoir. À Aubervilliers, c'est là que logent les grossistes de chaussures, où Jean-Luc s'approvisionne. Et en vérité, des musulmans, on n'en voit pas des masses. Dans un magasin, j'en croise 3. Ils sont venus acheter des objets coraniques en plastique, fabriqués en Chine. Et c'est vrai, l'un d'entre eux nous tourne le dos. C'est mal poli. Mais franchement, à Aubervilliers,
il y a bien plus grave que ça. Il y a les paires de baskets chinoises à 4 €. J'aimerais bien, elles sont en combien? Celui-là, c'est à 4. 4 €. J'aimerais bien un carton, comme ça. C'est vraiment pas cher. Hein. Ah non, c'est pas cher. Rien de tel qu'un voyage à Aubervilliers dans le sentier chinois pour comprendre le formidable effet de diversion que représente l'islamophobie. L'islam effraie plus qu'une petite paire de baskets à 4 €. Pourtant, la cause du chômage dans l'industrie de la chaussure française, elle est là, dans le carton que Jean-Luc range dans sa voiture. Qu'est-ce que ça te fait, le fait de savoir que ton économie, elle tient pas si tu vends pas des produits fabriqués en Chine? Moi, je pense que la mondialisation, elle n'est pas possible. Là, je viens ici, oui, parce que voilà, moi je vis avec. Je vis avec. Ouais. Mais pour mon pays, je sais que c'est pas bon. Et ça, c'est dommage, parce que c'est une contradiction. Je devrais dire, non, je ne viens pas acheter là, parce que je ne veux pas que mon pays s'écroule ou que l'Europe s'écroule. Mais voilà, tout le monde a besoin de vivre. Ceux qui viennent m'acheter les chaussures, ils aimeraient bien acheter français. Mais ils n'ont pas les salaires pour acheter français. Donc tu es piégé par cette logique-là? On est piégé par... voilà. Je pense que ceux qui doivent agir sur ces leviers-là, ce n'est pas nous, les citoyens, c'est les politiques. Nous rencontrons aussi une dame qui ressemble sacrément à Jean-Luc. Cette retraitée de l'industrie de la chaussure française vit en province. Elle a un tout petit commerce de gravure et vient se fournir ici. Elle ne supporte plus Paris. Moi, j'ai 68 ans. J'ai travaillé toute ma vie. Hein. J'ai une retraite de pas tout à fait 900 €. Et je continue à travailler. Parce que vous avez besoin. Il y a une misère sociale que vous imaginez pas. Et ça, c'est ce qui vous choque le plus à Paris quand vous venez faire Alors moi, ce qui me choque le plus à Paris, je ne veux pas vous vexer, messieurs, c'est toutes les djellabas, les foulards et tout ça. Je supporte plus. Alors que j'ai habité ici, j'avais un magasin ici. Moi, je vendais de la chaussure qui était fabriquée à côté de Cholet. Mais chez moi, la chaussure française, je ne pourrais pas la vendre. Je vais vous dire, j'achète pas de produits chinois, j'en veux pas. Je n'en veux pas. On est envahi par ces gens-là. Vous n'avez jamais été tenté par le Front National, par exemple? Mais ça m'arrive de voter Front National. Ça m'est arrivé. Ouais. Pas par conviction, mais juste par ras-le-bol. Mais je ne suis pas toute seule, alors que je suis quelqu'un de gauche, et je dirais même d'extrême gauche, où j'étais 15 ans au Parti communiste. Mais on est nombreux comme ça, du PC, où on va voter FN. Moi, j'étais socialiste, je suis Front National maintenant, mais moi, c'est par conviction. Oui, tandis que moi, non, moi, c'est juste par ras-le-bol. Mais là, avec Marine, on a moins peur, parce que c'est pas une femme qui nous fera une dictature. Mais monsieur, ce qu'elle raconte, elle vous raconte du blablabla. Non, c'est pas vrai. Mais attendez, vous savez, je vais vous dire, le problème, c'est que politiquement, vous n'êtes pas à un niveau top. Je dirais que vous êtes un bac moins 10. Non, mais je suis franche. Parce que la politique, non, mais c'est vrai. La politique, vous la connaissez pas. Mais entre ce que Marine Le Pen vous dit et la réalité, c'est deux choses différentes. Il y a donc des électeurs du FN qui n'aiment pas le FN. Décidément, c'est un drôle de voyage. Ce soir, c'est conseil municipal à la mairie d'Hayange. D'accord. Bah, écoute, Depuis plusieurs semaines, j'ai sollicité une interview du maire. C'est non pour l'interview. Mais le directeur de la communication m'a bien repéré. Les caméras sont pas autorisées à l'intérieur, je suis désolé, mais c'est comme ça. Ça peut être public, mais pour un point presse après, vous ne rentrez pas dans la salle, sinon je vous fais expulser. C'est pas compliqué. Pourquoi? Pourquoi? Parce que il existe. Plus ou moins discrètement, je réussis à me glisser dans le public. Je suis assis, ou pas? Attendez, je comprends pas là. Moi, je comprends très bien. Vous avez une caméra là-bas, vous filmez là-bas. Ah oui, tout le monde ou personne. Attendez. Tout le monde ou personne. Donnez-nous l'article qui interdit à la presse d'entrer dans le conseil municipal. Ici, c'est l'opposition. Plutôt de mon côté. En face, c'est le camp du maire, qui semble m'apprécier très moyennement.
Monsieur, s'il vous plaît, je vous demandais pour apaiser les tensions, de venir... C'est vous qui créez des tensions, moi je ne aucune tension. Simplement de venir avec nous, moi je sais. Pourquoi cette personne gêne, elle est assise avec sa caméra? C'est une consigne que j'ai reçue, j'ai un travail, je l'applique. Et je compte. C'est légal ou pas? Voilà. C'est tout le monde ou personne, la loi, c'est comme ça. Non, non, mais attendez, regardez tout ce qui se passe là. Pourquoi vous en prenez à moi? Vous avez des consignes sur moi? Allô là, ça change là. Vous avez des consignes sur moi? Pourquoi vous en prenez qu'à moi? Il y a des caméras tout autour. Est-ce que vous avez des consignes spécifiques sur moi? Regardez tout autour de vous, il n'y a que des caméras, monsieur. Regardez tout autour. Ils sont tous dedans. Vous avez perdu, ils sont tous dedans. Vous avez perdu, monsieur. Laissez tomber, ils sont tous dedans. Devant le nombre, la police municipale finit par plier. Je reste. Écoutez, le bon déroulement du conseil municipal, c'est le silence. Voilà, c'est la règle dans toutes les municipalités. Et là, je n'accepterai pas des troubles ou des débordements. Aujourd'hui, Marie a pris une grande décision. Elle nous a donné rendez-vous après le conseil municipal. Je demanderai à la police municipale d'évacuer les troubleurs de troubles. Monsieur Monsieur le maire, c'est s'il vous plaît, non, je ne vous donne pas la parole, s'il vous plaît. S'il vous plaît, je demande à monsieur Mousnier de demander à la police municipale d'évacuer les fauteurs de troubles soviétiques, s'il vous plaît. C'est la première fois de ma vie que je me fais traiter de soviétique, c'est la meilleure quand même. Oh purée. Nous avions promis aux Alliangeois, dès que nous étions élus, de faire un audit sur l'ancienne municipalité. Je voudrais savoir où en est cet audit parce que nous sommes bientôt au mois de novembre et nous n'avons jamais eu d'éléments là-dessus. Ce point ne figure pas à l'ordre du jour. Je vais respecter scrupuleusement l'ordre du jour et on va s'arrêter là. Vous n'avez pas répondu. Le point 16, rémunération des Non, monsieur le maire, vous allez répondre. Madame la Silva, si vous continuez, je vous fais également évacuer. Ce conseil municipal se termine. Merci à toutes et à tous d'y avoir participé. À la prochaine fois. Je regrette pas d'avoir été au Front National. C'est comme voyager dans un pays qu'on croit beau, et au final on revient déçu. On a quand même apprécié un peu quoi. C'est pas. Vous avez apprécié le paysage, quoi. C'est un autre monde, j'ai vu un peu autre chose. Après les révélations de Marie da Silva sur des irrégularités financières, les comptes de campagne du maire ont été invalidés. Dans la bousculade, j'arrive à esquiver le directeur de la communication et j'en profite pour poser une question au maire. Alors Marine Le Pen, elle vous a dit quoi sur la validation de vos comptes de campagne? Eh bien, Marine Le Pen se réjouit qu'il n'y a pas de fraude. Il n'y a aucune fraude sur le rejet de mes comptes de campagne, hein. Aucune malversation. Et ça, effectivement, ça nous réjouit et ça nous conforte également. Oui, mais est-ce que vous êtes sûr et certain qu'il n'y a pas une autre procédure judiciaire qui pourrait se préparer? Aucune autre procédure judiciaire. Vous en êtes sûr? On n'est jamais sûr de rien dans la vie, mais vous en savez peut-être plus. Oh, je pose la question. Un mois plus tard, le maire sera condamné par le tribunal administratif à 1 an d'inéligibilité. Il fera appel. Marie prend la parole. Vous avez assisté ce soir. Là, aujourd'hui, j'ai énormément de peine. Énormément de peine. Parce que j'avais tout donné. J'avais donné de ma personne. J'avais donné de mon temps. J'ai laissé tomber ma famille. Je me suis mis des amis à dos. J'ai tout donné pour le Front National. Voilà ce que je fais de ma carte. Voilà, la démocratie. Hein, voilà. L'adjointe au maire, Madame Boudet, qui était les Lumières. Vous prenez pour qui? Nous retournons voir Marie-Cécile. Nous lui avions promis d'enquêter sur ces fameuses prières de rue qui inquiètent beaucoup les électeurs du Front National. Voilà, c'est la rue. D'accord.
La mosquée était là. La porte de la mosquée était là. Bon, les gens priaient ici et là-bas aussi. Hein. Bon, voilà. La mosquée, qu'on voit partout sur Internet, elle n'existe plus. Elle a été démolie depuis 2 ans. Les images étaient anciennes. Et cette fameuse occupation ne durait que 30 minutes, une fois par semaine, le vendredi, sous l'œil débonnaire de la police. Vous aviez l'impression d'occuper militairement la rue? Non, c'était pas une occupation, parce qu'on demandait tout simplement où on pouvait aller pour faire la prière, tout simplement. Parce que dès qu'on nous a donné la place, on n'occupait plus la rue, c'est ça. Pas occupé, mais c'était pour avoir un temps pour faire la prière, parce qu'il y avait du monde. Donc maintenant, il n'y a plus de prière de rue depuis pratiquement, ça fait plus d'1 an et demi là. Bon, on a pu trouver une solution pour aller à la caserne. Bon, maintenant, dans le quartier, ça se passe très bien. Et voilà l'endroit qu'ils leur ont donné, qui est une vieille caserne de pompiers. D'accord. Qui du coup est devenu le plus grand lieu de prière de France. D'accord. Et sur Internet, on continue à vous bourrer le mou quand même pour vous dire, voilà, on prie tous les jours, enfin on prie, on occupe la rue. C'est intéressant quand même. Oui, c'est-à-dire qu'il fallait effectivement vérifier quand même beaucoup d'informations. Maintenant, je veux dire, ça ne change pas dans ma façon de voir les choses. Ils sont tellement unis dans la vision du monde que le jour où on va s'en prendre aux islamistes, eh ben, c'est toute la communauté musulmane qui va bouger. Le 7 janvier, il se passe un truc grave, juste de l'autre côté de la porte de mon bureau. Ce jour-là, 2 islamistes radicaux s'attaquent à mes voisins de Charlie Hebdo. Faites gaffe. Faites super gaffe. Faites gaffe, hein. Le lendemain, c'est un autre islamiste qui s'attaque à des juifs à Vincennes. À gauche. Là. Il y aura 17 morts. Il tire sur Charlie Hebdo, putain. Après les attentats, j'ai pensé aux peurs de Marie-Cécile. Le scénario ressemblait étrangement à ses pires cauchemars. Mais bizarrement, je l'ai trouvé moins paniqué que prévu. Je n'aurais pas cru que ce serait arrivé chez Charlie Hebdo. Moi, je m'attendais à quelque chose, premier de l'an, Tour Eiffel, Champs-Élysées, tout ça. Vraiment, je m'attendais à un gros truc. Il y a eu énormément de gens d'origines diverses. Oui, voilà. Et puis... des gens de partout, quoi. Exactement. Des Juifs, des Arabes, des Antillais, des Français. Et tous ceux, la France. C'est-à-dire tous ceux qui ne souhaitaient pas rentrer dans l'islamisme radical, en fait. C'était un peu bizarre, mais à cause des attentats, Marie-Cécile avait appris à faire la différence entre l'islam radical et nos concitoyens musulmans. L'image d'un policier musulman tué en tentant de protéger des civils a généré une puissante unité nationale. Je m'adresse maintenant à tous les racistes, islamophobes et antisémites. Qu'il ne faut pas mélanger les extrémistes et les musulmans. Les fous n'ont ni couleur ni religion. Ça a été des mots très importants. Je suis entièrement d'accord. Il ne faut pas faire l'amalgame. À ce stade de mon voyage, j'avais surtout rencontré des électeurs du Front National qui avaient peur devant leurs écrans Internet. Mais qu'en était-il de ceux qui vivaient vraiment dans les cités de banlieue abandonnées, là où l'insécurité frappait? Nous sommes allés à Grigny, la ville du tueur de l'hypermarché Cacher. Nous avons trouvé 2 voisines de Koulibaly qui votaient Front National. J'y suis allé avec tous mes clichés, et comme toujours quand on prend la route, j'ai dû revoir mes idées reçues. Elles m'ont demandé de dissimuler leur identité pour libérer leur parole.
Moi, j'étais scotchée tellement j'en ai été malade. J'étais malade de ça, vraiment. Hein. Moi, j'ai regardé, j'ai pleuré. J'ai eu froid, puis après j'ai eu chaud, puis j'ai regardé ma télé et je pleurais. Ah ouais. Carrément. Les frères de notre équipe, divisés en deux, ont fait Charlie Hebdo, Moi, je suis sorti un petit peu aussi contre la police. Et, je suis un peu contre la télévision, car la gloire, Koulibaly l'a eu, la gloire, parce qu'il a encore repassé hier à la télévision. Vous avez l'impression qu'il voulait être visible, quoi. Oui. Son obsession, c'était d'être visible. Eh ben, vous le prenez, toutes les vues qu'on a fait en maillot de corps, après avec la Kalachnikov, avec le gilet pare-balles, il changeait de tenue. C'est comme ni plus ni moins un défilé de mode, mais il l'a fait pour les copains. Ouais. C'est tout. Et puis tous les petits jeunes qui disent vive Koulibaly, vive... je ne sais plus leur nom, je ne retiens pas ça, moi, c'est pas des vedettes pour moi. Mais tous les petits jeunes qui vont vouloir s'identifier à cela. Il y en a, hein. Et est-ce qu'après l'attentat, vous avez eu plus peur des musulmans ou Non, parce que j'en connais. J'en connais qui sont gentils. Mais ce que je leur reproche à tous, c'est de mettre en avant leur religion. À quel moment vous vous êtes dit je vais voter FN et pourquoi? C'est comme un enfant qui veut dire pour voir ses parents monter la mayonnaise un peu, leur dit, quand les parents lui disent tu fais ça, il dit non, je fais pas. Voilà, c'est tout. C'est une rébellion. Une rébellion. Et vous, madame, tout à l'heure, vous me disiez que vous votez Front National, mais vous avez un peu peur du Front National. J'ai un peu peur. Ouais. J'ai un peu peur parce que c'est la montée de quelque chose autre, comme la guerre de 40 avec Hitler. Ça me fait penser à ça. Alors pourquoi vous votez pour eux? Eh ben, au premier tour, je vote pour eux. Au deuxième tour, je vote pour quelqu'un d'autre. Mais pourquoi au premier tour vous votez pour eux? C'est pour montrer que on est mécontent. On n'est pas content, on n'est pas satisfait de ce qui se passe. En fait, ce qui les dérange le plus, c'est un camp rom tout près de chez elles. Mais pas pour les raisons qu'on croit. Le comble, la mairie a mis des Roms sur son terrain, un terrain non construit. Et ça faisait baisser le prix des appartements. Ça fait baisser le prix. Vous l'avez à l'entrée de la copropriété. Ouais. Ce sont des gens qui vous disent bonjour. Je ne veux pas leur dire bonjour. Mais ils sont gentils. Pourquoi vous ne voulez pas leur dire bonjour? Mais parce que je ne les veux pas là. Ah. Et quand je dis que je ne veux pas quelque chose, je ne vais pas les encenser après. Parce que vous ne vivez pas dans la peur, finalement. C'est ça que je découvre. Ben non. Mais il ne faut pas trop dire qu'on ne vit pas dans la peur, parce que la commune, elle va nous ramener du monde. Hein. Disons, on voudrait être dans une France, dans un secteur où il y a de tout. Il n'y a pas une majorité d'immigrés. Parce qu'il y a même, lors des élections, des jeunes à qui des personnes avaient posé la question « Que désirez-vous » Vous savez ce qu'ils ont répondu? Plus de blancs. Oui. Ici? Oui, ici, à Grigny. Plus de blancs. On raconte que dans certaines banlieues, des décennies de ghetto ont fini par générer chez quelques jeunes une énigmatique sympathie pour le Front National, y compris parmi certains musulmans. Je voulais absolument rencontrer un de ces oiseaux rares. Le rappeur Edel Hardiès est l'un des rares à oser l'assumer. On a déjà fait la gauche, on a déjà fait la droite, on fait que ça. Ça ne change pas. Et si le Front National est au pouvoir, pour moi, à titre personnel, c'est gagnant-gagnant. Pour moi, c'est ça, parce on fait beaucoup de procès d'intention, mais ils ont encore jamais prouvé ce qu'ils pouvaient faire. Moi, je me dis, s'ils arrivent et qu'ils prouvent qu'ils peuvent bien faire, ça sera bien pour le pays. Par contre, le pourquoi tu commandes, la richesse de la France sais-tu, ses pillages, ses colonies, sa participation à l'esclavage sais-tu, que le gros de ces thunes viennent des blessures de l'Afrique, gros je sature. Vous êtes d'origine africaine, je crois, d'origine musulmane, je crois, et c'est quand même une option incroyable. Enfin, je veux dire, je vous pose la question parce que tous les gens qui vont vous voir, ils vont se dire c'est incroyable que quelqu'un comme vous puisse envisager d'envoyer au pouvoir
un parti où plusieurs fois a été exprimé de manière extrêmement claire le fait que les races étaient inégales, qu'il y avait un problème avec l'islam. Alors, par rapport à ça, je vais vous répondre. Déjà, il y a beaucoup de gens qui trouvent pas ça incroyable. Le Front National, qu'ils soient racistes ou pas, c'est pas le souci. De toute façon, qu'ils soient racistes ou pas, c'est pas le problème. S'ils arrivent et qu'ils sont racistes, les choses vont enfin bouger. Et tout le monde va se faire virer un coup de pied au cul. C'est aussi simple que ça. Mais qu'ils y aillent au pouvoir et qu'ils fassent ça. Et puis là, on fera changer les choses. Et puis là, comme ça, on saura. 9-4, 9-3, Maghreb France. J'ai toujours mes valeurs, ma hardiesse, ma... Est-ce que c'est un positionnement marketing? Absolument pas. Parce que c'est ce qui reste à prendre, finalement, c'est d'être un rappeur d'extrême droite. Non, parce que pour moi, être patriote, c'est pas être d'extrême droite. Patriote, ça veut pas dire raciste. Patriote, ça veut pas dire xénophobe. Patriote, ça veut pas dire antisémite, islamophobe ou ce genre de choses. Patriote, c'est aimer son pays. Sont-ils nombreux, ces jeunes qui hésitent entre le conservatisme et la stratégie du chaos? Edel Hardiès nous en a présenté 4. Donc, le seul parti politique français qui n'est pas invité au dîner du CRIF, c'est le Front National. Oui, bien sûr. Le seul parti politique qui n'est pas invité en Israël, c'est le Front National. Voilà. On a tout dit. Est-ce que vous n'avez pas l'impression de jouer un peu avec le feu, avec tout ça? Mettre le FN au pouvoir, ça c'est pas jouer avec le feu? Mais on est déjà en train de se brûler, on est déjà en feu là. On est calcinés là. La Palestine, elle est calcinée, mon frère. Les banlieues, elles sont calcinées, les gens, ils arrivent plus à manger. Et combien il y a de gens au Resto du Cœur qui arrivent à trouver un emploi, un logement? C'est comme si là, il y a quelqu'un qui est en train il y a un corps qui est en train de mourir. Nous, on veut sortir le défibrillateur. Et vous nous dites, faites pas de défibrillateur, vous allez l'électrocuter. Vous risquez de l'électrocuter ou son cœur, il va lâcher. Mais il est en train de mourir. Le FN, c'est le défibrillateur. Oui, que ça soit parce que ça soit soit parce qu'ils vont réussir leur truc, leur pari, ou soit parce qu'ils vont le rater. Parce que le fait de le rater va réveiller tout le monde. C'est un choc, on veut créer ce choc en fait. Peut-être que certains aspects de sa politique vont nous toucher nous directement. Vont nous créer vont nous créer des problèmes à nous directement. On est conscient de ça, mais comme on n'est pas critique, on veut réveiller la France. Donc on prend peut-être le risque. Vous prenez le risque de votre propre sacrifice. Exactement. Moi personnellement, voilà, il y a des choses que je partage pas, mais je partage vraiment pas avec le FN parce que, certes, oui, ils vont pas nous expulser, ils vont pas nous virer, mais ça va peut-être inciter les gens à l'islamophobie, à la peur de l'autre, l'étranger. Un noir, ce que je te réponds avec ça, imaginons même que ce truc-là se passe, qu'est-ce qui va se passer? Tu crois que ça va pas être la révolution? Tu crois que ça va pas péter de partout? Personne va nous mettre dans des canons, c'est impossible. Et c'est impensable, ce n'est pas impossible. C'est évident, c'est une demande d'égalité, ce que je comprends. Nous permettre d'avoir de l'emploi. Est-ce qu'il y a plus d'emplois? Est-ce qu'il y a plus de logements? Il n'y a pas plus d'emplois, il n'y a pas plus de logements. Quand je me suis lancé dans ce voyage, je pensais chroniquer l'irrésistible ascension de Marine Le Pen. Allez les amis, marchez, portez-nous la victoire! Au bout d'un an à danser avec les nouveaux électeurs du Front National, je crois que le FN est un grand lion. Un grand lion en carton. Aujourd'hui, Marine Le Pen veut gouverner la France. Mais il faut déjà avoir une base solide pour pouvoir faire une pyramide. Aujourd'hui, là, c'est une coquille vide. Dans mon voyage, j'ai rencontré un pays blessé, où chacun avait de bonnes raisons de ne plus croire au parti de gouvernement. Je me sens ni protégée, ni aidée. J'étais à Godroche, ils ont fermé Godroche. Je suis allé au Fourneau, ils ont fermé les hauts fourneaux. Alors maintenant, me demander qu'est-ce que je vais faire dans 3 ans. J'espère simplement être encore là dans 3 ans pour en parler, quoi. À ce point-là? Ouais, à ce point-là. Le Front National est très visible à la télévision et dans les urnes, mais sur le terrain, dans les usines, on cherche encore leurs militants. Eux, ils véhiculent aujourd'hui des idées qui disent « Votez pour nous, on va défendre le monde ouvrier ». Parce que nous, on le connaît. C'est faux. Ils n'ont jamais mis les pieds ici. Jamais. Vous les avez jamais vus? Jamais. Si demain l'État social reprenait du service, je parie mon dernier blouson jaune que les jeunes ambitieux pressés changeraient de parti. L'impuissance de l'État fait vos affaires, en fait. L'impuissance de l'État est un drame pour la France. Voilà. Et pour vous, c'est une chance? Non, c'est pas une chance. Il se trouve que nous n'avons pas cette vision-là, et donc nous l'exprimons. Au bout de ce périple, j'ai découvert que les nouveaux électeurs du Front National sont manipulables et fragiles, mais qu'ils n'ont pas toujours tort
d'être en colère. Aujourd'hui, je les connais mieux et je sais qu'ils ont surtout besoin d'être aidés.